Alors, bonsoir à tout le monde. Caroline Fabre-Rousseau, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble pour parler enfin, on va dire enfin parce qu'il y a eu main report Covid autour de cette rencontre, de votre dernier roman, comme vient de l'évoquer Michel, paru aux éditions du Chèvrefeuille étoilé, roman qui s'intitule Elle au pluriel, venez d'Orimbourg. Alors cette biographie romancée est votre 5e ouvrage paru. Il arrive après Les éléphants de Copenhague, qui était un recueil de nouvelles, si je ne me trompe pas. Il arrive après C'était malgré nous, puis Café zébrété à la menthe, qui lui faisait suite aux attentats, si on doit replacer ça historiquement. Et enfin, celui qui précède Elle venait d'Orimbourg s'appelle La belle-sœur de Victor H étant Victor Hugo. Alors la parution d'Elle venait d'Orimbourg s'intégrait parfaitement dans l'actualité historique de l'année dernière ici à Montpellier, à savoir les 800 ans de la faculté de médecine. Et je crois savoir d'ailleurs que la naissance de ce roman a tout à voir avec le doyen de la faculté de médecine, Caroline Fabre-Rousseau. Mais avant que vous nous expliquiez cela, je vais me livrer à cet exercice un peu périlleux, pas facile, de présenter la narration de votre roman sans pour autant tout dévoiler, pour laisser le plaisir intact à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Alors, Elle venait d'Orimbourg nous présente le parcours de 2 femmes juives, russes, qui, à la fin du XIXe siècle, vont traverser, avec cet outil qui sera le symbole de ce siècle-là et qui est révolutionnaire, ce train-là qui figure en couverture du livre, à quel point il est important ce train, parce que finalement, c'est lui qui va permettre à ces femmes-là de se réaliser. Elles vont donc traverser l'Europe pour intégrer la faculté de médecine. Elles vont avoir plusieurs... elles vont pas aller directement de la Russie à Montpellier, mais elles vont finir par y arriver et elles vont intégrer la faculté de médecine. Elles s'appellent Glafira Ziegelman et Raissa Lesk-Kessel. Elles sont très différentes et en même temps, elles ont en commun plein de choses, évidemment. Nous y reviendrons tout au long de cet entretien. Alors avant d'entrer dans votre roman, expliquez-nous votre parcours professionnel et votre rapport non seulement à l'écriture mais aussi à la lecture, parce que j'imagine difficilement un auteur, une autrice qui soit pas une lectrice aussi. Comment la lecture et l'écriture sont rentrées dans votre vie ? Dès que j'ai su lire, j'ai été fascinée par les livres et je me revois petite fille dévorant notamment les contes russes. Avec tous ces noms étranges, ces samovars, ces poils. Et j'y pensais quand j'écrivais ce livre parce que je devais me rendre en Russie, mais d'une certaine époque. Donc je me revoyais lisant avec avidité, effectivement. Et j'ai toujours adoré lire. D'ailleurs, mes grands-parents le savaient parce qu'ils m'offraient beaucoup de livres. J'ai eu beaucoup de livres enfants, j'ai eu cette chance. Et aussi, j'ai découvert très vite la joie d'écrire et de traduire sa pensée secrète, silencieuse sur du papier. Donc parfois une grand-tante ou mes parents m'envoient un petit écrit que j'avais, qu'ils retrouvent. Et c'est assez amusant parce que ils disent voilà, tu vois, maintenant t'es écrivain. Et bon, je pense que plein de gens écrivent aussi quand ils sont enfants, mais c'est vrai que c'est fabuleux d'écrire, qu'on soit écrivain ou pas. C'est quand même on parle d'énergie verte, etc. Mais l'énergie de l'écriture, c'est génial. Ça fait pas de bruit et ça peut avoir un impact incroyable. Nous sommes tous des grands enfants ce soir, mais si vous deviez aujourd'hui croiser la petite fille que vous avez été, au sujet de l'écriture, vous lui diriez quoi ? Tu as bien raison d'écrire, continue. Et donc l'écriture, donc ça on a compris pour la lecture, donc un besoin de voyager et puis d'exotisme. On n'est pas tous attirés par la même chose, on va pas tous chercher les mêmes réponses dans les livres. Et puis l'écriture, donc finalement, c'est pareil quoi. Dès que vous avez su écrire, ça vous a jamais quitté. Oui, j'ai inventé des histoires, mais à chaque fois, quand même, quand on invente des histoires, on utilise ce qu'on vit aussi. Donc complètement. Mais en pouvant transformer et faire tout à fait autrement que la vie qu'on doit mener. Donc ça m'a toujours aussi beaucoup plu. Bon, ensuite,
j'ai moins écrit au fur et à mesure que j'avançais dans ma scolarité, parce que là, l'écriture était notée et très scolarisée et très desséchante. Et j'ai même pensé que je serais incapable d'écrire. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma scolarité, je me disais que, en côtoyant tous ces écrivains extraordinaires, je me sentais de plus en plus illégitime pour écrire. Et certains professeurs ne se sont pas gênés pour me le faire comprendre aussi. Le summum, c'était en Hippocagne, où là, nageant ou me noyant d'ailleurs dans Proust, je me suis dit que c'était impossible, quoi. Et alors, ce qui m'a un peu sauvée, entre guillemets, c'est... j'ai fait des études de littérature anglaise, américaine. J'ai fait un double cursus allemand-anglais, donc j'ai beaucoup lu. Et là, j'ai beaucoup aimé les auteurs américains qui vivaient, qui n'étaient pas juste là, comme Proust, qui pour moi n'a pas beaucoup vécu, mais... il a vécu à l'intérieur, en tout voilà, cas. c'est ça. C'était pas tant l'écrit qui était important, c'était le vécu. Et finalement... je me suis dit que j'allais vivre et puis qu'on verrait bien. Donc j'ai toujours aimé écrire, mais je ne me suis pas vraiment permis d'écrire. J'ai vécu. En plus, je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants. Enfin, j'ai toujours 4 enfants. Ils sont toujours là. J'ai une vie assez occupée. Je travaillais, j'étais prof, j'ai fait tout un tas de trucs. Et quand mes enfants sont devenus vraiment grands et ils ont commencé à travailler comme des dingues pour faire des prépas, machin. Je me suis dit, c'est le moment, là, l'ambiance générale est studieuse. Très studieuse, et j'étais enfermée chez moi. Je devais leur tenir la main, leur faire à manger, pas bouger. Donc, je me suis dit, allez, profites-en, écris, puis tu verras bien. Et donc, j'ai commencé à écrire et j'ai eu la chance d'être publiée direct. Donc, c'était bien parce que je suis devenue une jeune écrivain alors que j'avais déjà vécu. Si on se penche sur ce qui constitue votre bibliographie, que ce soit avec Elle venait d'Orimbourg ou encore avec La belle-sœur de Victor H, ou encore C'était malgré nous, et même avec Café Zébré et Thé à la menthe, en somme, je constate que tous vos romans ont en commun des faits historiques, des moments d'histoire, l'histoire avec un grand H. Quel rapport entretenez-vous avec l'histoire ? Vous venez de dire que vous avez une formation qui touche plutôt les lettres et les langues, en fait. Comment l'histoire est rentrée, elle aussi, dans votre vie ? Alors, par mes grands-parents, par les histoires qu'ils me racontaient, mais avec beaucoup de silence aussi, des choses qui n'étaient pas dites. Et donc, dans mes romans, oui, il y a toujours une part historique, mais ce sont toujours des personnes ou des événements dont on n'a pas voulu beaucoup parler. Par exemple, la belle-sœur de Victor H, c'était une femme peintre de l'époque romantique, belle-sœur de Victor Hugo, très célèbre, très bien payée en son temps, puis hop, tombée dans l'oubli. Café Zébré à la menthe fait référence aux émeutes à Meknès juste après l'indépendance. C'est un événement affreux qui a été totalement tabou. Les Malgré nous alsaciens, dans C'était malgré nous, même chose, on n'en parlait pas. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir remettre un coup de lumière sur des oubliés de l'histoire. Voilà, c'est plutôt... Et pourquoi l'histoire ? Parce que, qu'on le veuille ou non, on est pétri d'histoire. C'est comme ça. Elle permet de comprendre nos présents. Elle donne de l'épaisseur au présent. Elle permet peut-être pas de le comprendre, mais elle permet de se mettre en perspective et de se référer et de se dire, voilà, il y a eu ça avant, ou bien telle personne du passé est tellement inspirante, elle aurait pu vivre aussi aujourd'hui. En fait, c'est plus des ponts, des liens. Pour moi, l'histoire, c'est pas un vieux truc poussiéreux. Pour moi, l'histoire, c'est très, très vivant. Si j'ai envie, tout d'un coup, j'ai un sujet qui m'apparaît sur quelqu'un ou un événement passé, c'est parce qu'il a une résonance très forte aujourd'hui. Ça fait pas passer... L'histoire, pour moi, c'est pas du passé. C'est le présent qui continue, vraiment. Est-ce que cela sous-entend que l'écriture de vos romans s'accompagne forcément de recherches documentaires ? Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous procédez ?
Oui, alors évidemment qu'il y a toute cette partie de recherche que j'adore, mais qui pourrait être très piégeux parce que on n'a jamais fini de chercher. Il y a une jubilation à trouver, ça peut être sans fin. Et je comprends les affres des thésards qui, pendant 3 à 4 ans, doivent chercher et puis qui, parfois, n'arrivent jamais à finir. Hein. Donc, en fait, comment je procède ? Je cherche beaucoup dans les archives. Il y a aussi Internet qui permet de consulter beaucoup de documents numérisés dans les bibliothèques, etc. J'essaie de trouver aussi des articles de journaux anciens parce que ça permet d'avoir tout ce qui se passait au même moment dans le journal. Donc, par exemple, pour Café Zébrite à la menthe, j'ai retrouvé les journaux de cette semaine sanglante. Et il y avait les films, la météo, les petits. Donc, ça permettait de se remettre dans la vie. C'était pas juste des événements comme ça sortis de nulle part. Donc, je cherche, mais ensuite, je m'oblige à écrire, même si j'ai pas fini de trouver, quitte à réécrire si finalement ce que j'ai trouvé montre que je me suis trompée. Donc par exemple, dans La belle-sœur de Victor H, j'avais écrit un super premier chapitre où je mettais en scène la mort de mon héroïne à Bruxelles, parce que j'avais lu qu'elle était morte à Bruxelles. Et donc, j'avais fait un super vraiment chapitre et tout. Et puis après, à force de chercher, je tombe sur le faire-part de décès. Et en fait, elle était morte à Paris. Donc, il a fallu que je réécrive totalement mon premier chapitre. Et je n'ai pas du tout commencé par sa mort. Voilà. Donc, on a des surprises, mais il ne faut pas tomber dans le piège des recherches. Il faut vérifier. Je vérifie tout le temps mes sources. Et puis, j'aime bien aussi avoir les vrais documents. Par exemple, pour... Hélène de Rambaud, on en parlera, mais j'ai eu accès à toute la correspondance de la famille, donc j'ai pu lire les lettres que personne n'avait lues. Donc ça, j'aime. Ok. Alors revenons à présent sur cette rencontre, la vôtre, avec ces deux femmes, Raïssa et Glafira. Alors, quand et comment avez-vous pris connaissance de leur existence et qu'est-ce qui a d'emblée éveillé votre curiosité ? Alors, j'étais invitée par une amie à un colloque à la faculté de médecine pour les femmes qui avaient un cancer du sein et qui, du coup, pendant cette journée, des artistes, des thérapeutes exposaient soit des œuvres d'art, soit des témoignages, etc. Les compléments d'âme pour accompagner ces femmes. Donc j'avais été invitée par cette amie parce que j'étais écrivain. Et le doyen de l'époque ouvre le colloque en disant écoutez, je suis très content d'accueillir les femmes, etc. D'autant que aujourd'hui, à la faculté de médecine de Montpellier, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Mais à la fin, il y a beaucoup moins d'agrégés, de professeurs que de professeurs. Et il faut que vous sachiez que la première femme admissible à l'agrégation en France, dans le monde, était une étudiante de Montpellier. Alors là, j'écoute. Et il dit, elle était étrangère et elle a réussi l'agrégation, l'écrit, mais quand les examinateurs ont décacheté sa copie, voilà, parce que c'était anonyme, et qu'ils ont vu qu'elle s'appelait Glafira, ils lui ont fait comprendre qu'elle ne devait pas se présenter à l'oral. Alors là, je me suis dit, mais c'est dingue cette affaire. Alors ne nous méprenons pas, Glafira parce que c'est une femme et pas parce que c'est un prénom d'origine étrangère. Ah non, parce que tout à fait. Parce que de toute façon, il n'y avait que des étudiantes étrangères. Les femmes en France ne pouvaient pas passer le bac. C'est ça, exactement. Il n'y avait pas d'étudiantes. C'est arrivé très tard. Donc, à ce moment-là, j'écrivais un autre livre, mais j'ai toujours un carnet où j'ai noté ça en me disant, un jour, je vais m'en occuper parce que c'est quand même dingue. Et puis, le temps passé, le livre est sorti, je me suis dit, allez, je vais m'en occuper.
Et là, je commence à faire mes recherches et j'en parle à des amis professeurs de médecine qui me disent « Ah mais oui, on connaît cette histoire, on va se renseigner » et on m'envoie 2 feuilles photocopiées qui évoquent Glaphyra Ziegelmann brièvement et expliquent aussi en note de bas de page qu'elle était venue avec une condisciple de sa ville natale, Orenbourg, et que celle-ci s'appelait Raïssa Lesk, et entre parenthèses, future mère de Joseph Kessel. Je me dis, mais c'est dingue! Ah non, mais là c'est sûr, il faut que j'écrive. Hein. Et voilà comment c'est arrivé. Et après, j'ai demandé à accéder aux archives. J'ai commencé à lire tout un tas de livres sur les étudiantes justement étrangères qui venaient en France ou ailleurs d'ailleurs, en Suisse. Essayer de comprendre comment on enseignait la médecine. Alors moi, je suis absolument pas scientifique ni médecin. Donc, ce que je voulais surtout, c'était faire vivre à mes lecteurs de l'intérieur leur périple et leurs sensations et comment elles allaient réagir à la première dissection. Donc, j'ai interviewé plein d'étudiants et puis même de médecins en leur disant « C'était comment votre première dissection ?» Parce que moi, je ne peux pas, malheureusement, avoir ces émotions-là. Voilà, donc c'était passionnant et au fur et à mesure de mes recherches, j'étais ébahie devant le caractère trempé de ces deux-là, quoi. Vraiment. Et comme à chaque fois que j'écris un livre, je suis devenue un peu dingue de mes héroïnes, quoi. Enfin, je parlais je pensais à elles tout le temps. Ça devient obsessionnel, hein, parce qu'elles devenaient de plus en plus vivantes. Hein. Incarnées. Ah, vraiment. C'est ça qui est extraordinaire quand on écrit, parce qu'on veut que ça soit vivant et on recrée un vrai dialogue avec des gens qui sont morts, mais ils ne sont pas morts du tout. Pas morts du tout. Alors justement, Glaphyra et Raïssa, elles sont nées dans 2 familles juives, russes, aisées, il faut le dire quand même. Nous y reviendrons. Elles vont prendre ces trains qui les sauveront de cette horrible partie de l'histoire. Il faut quand même savoir que c'était les pogroms contre les juifs en Russie. Alors après quelques détours, comme je vous le disais, elles arrivent à la fac de médecine, où les femmes françaises, on vient de le dire, n'ont pas le droit d'accéder, car elles n'ont pas le droit de passer le baccalauréat. Glaphyra rencontrera son mari, qui est l'extraordinaire Amos Gossel, qui va jouer un rôle déterminant dans sa carrière et dans sa position, qui va vraiment l'aider. Raïssa, elle rencontrera le sien, qui est Samuel Kessel, et là aussi, ça va être déterminant pour des raisons quasiment opposées. La première ira jusqu'à l'agrégation, vous l'avez dit, et jusqu'à exercer, parce que même si elle n'a pas pu être reconnue dans son agrégation, enfin en tout cas elle n'a pas pu passer l'oral, elle exercera. Et la seconde deviendra la mère de Joseph Kessel, qui est quand même pas rien non plus. Comment est-ce que vous parleriez aujourd'hui de chacune d'entre elles, en fait? Qu'est-ce qui, après l'écriture et les recherches, donc, comme vous venez de le dire, est resté, on va dire, comme imprimé, tatoué, qui est resté accroché fort? Qui est Glaphyra pour vous et qui est Raïssa pour vous? Alors, ces 2 figures de femmes qui ont avancé côte à côte dans exactement la même époque que Marie Curie et qui sont chacune le versant opposé de l'autre et dont les trajectoires contrastées se mettent mutuellement en valeur, parce que c'est des femmes qui avaient exactement le même potentiel, intelligentes, famille aisée, vous l'avez dit, parce qu'il fallait quand même que des parents puissent payer les études, le loyer, etc., au loin de leurs enfants. Même sentiment d'exil, elles ont beaucoup... la blessure de l'exil est grande chez toutes les 2. Et, comme vous l'avez souligné, pas le même partenaire. On va en parler, ça. Voilà. Ne dévoilons pas tout. Je ne dévoile pas tout, mais vraiment, quand vous dites que c'est tatoué, ça a été déterminant dans leur vie. Je ne sais pas si on parlera plus en détail de chacun. Mais même avant leur rencontre, Raïssa, elle passe sa vie à être contrariée. Alors, elle a, oui,
elle a que des vocations contrariées. Exactement. Elle est pleine de feu, tandis que Glaphyra est totalement l'inverse, toujours très calme. Et Raïssa voulait être comédienne. Donc elle avait même réussi à avoir une entrevue avec la plus grande comédienne de Moscou de l'époque, qui avait été subjuguée par son talent et qui lui avait dit je vous prends en main, vous allez faire une carrière exceptionnelle. Sauf que elle a appris que cette comédienne ne supportait pas les, entre guillemets, youpines, et que si elle voulait percer, il fallait qu'elle abjure sa religion. Elle a refusé. Donc, c'était plus possible, mais elle continuait à hanter les théâtres, alors que les théâtres étaient interdits aux Juifs en Russie, donc elle prenait des risques inconsidérés. Donc c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, quoi. Donc elle s'est dit, ça je peux plus le faire, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, c'est parce que je suis juive que je peux pas faire ça, ben moi je vais m'occuper de mes coreligionnaires. Et comme je suis juive, je peux pas exercer, je n'aurai pas le droit de résidence, parce qu'il faut, ça c'est important. En fait, à cette époque, l'Empire russe, pour les juifs, était divisé en zones de résidence et zones libres. Donc les pauvres qui étaient en zone de résidence, c'est-à-dire Pologne, Lituanie, enfin tout l'Ouest, n'avaient pas le droit de sortir, n'avaient pas le droit d'être propriétaires, n'avaient pas le droit de faire d'études, il y avait des pogroms sanglants, enfin c'était abominable. Et donc, son père, qui n'était pas dans la zone de résidence, puisqu'ils sont à Orenbourg, avait obtenu le droit d'être propriétaire, mais ça n'a pas été simple. C'était exceptionnel, mais il savait que ses enfants n'auraient pas ce droit-là. Donc, de toute façon, il était condamné à l'exil. Glaphyra, c'était pas pareil parce que ses parents se sont convertis à la religion orthodoxe. Et donc son père était propriétaire terrien sans problème. Donc Raïssa s'est dit je dois partir, donc je vais aider les Juifs, donc je vais être médecin en Palestine. Et donc du coup, elle s'est dit je vais y aller. Et pour ça, elles allaient toutes d'abord en Suisse, hein, c'était ça la grande destination. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, la Palestine, au moment où elles y étaient, a décidé que les diplômes suisses n'avaient pas de valeur. Donc, deuxième contrariété. Pas des moindres. Elle ne s'est pas laissée démonter. Conseillée par un révolutionnaire ami de son père, Blokhanov, qui avait un correspondant à Montpellier, Kolbassine. Elle a pris des renseignements sur Montpellier, qui était une bonne faculté, et elles sont parties toutes les deux. Elle n'a pas voulu partir seule, donc elle a embarqué Glaphyra, qui serait bien restée en Suisse. Et voilà, donc elle a fait ses études. Et puis, troisième contrariété dans elle fait de très brillantes études, etc. Et elle avait des problèmes gynécologiques, donc elle se fait opérer, et le médecin... à qui j'en veux, mais vous ne pouvez pas imaginer. Je lui en veux encore à cet homme. Avec les stéthoscopes de l'époque, donc il faut imaginer un espèce, j'en ai vu au musée de la fac de médecine de Paris. Donc il faut imaginer un petit cornet comme ça, avec un petit cordon qu'on met sur le cœur pour ausculter, et il déclare que elle avait de graves troubles cardiaques et qu'il était hors de question que dans son état, elle continue ses études de médecine. Or, elle n'a jamais eu de problème cardiaque de sa vie. Et donc, c'est là qu'elle s'est dit, je ne peux pas, donc que faire? Eh bien oui, je voulais aider mes coreligionnaires. Mon mari pourrait aller en Argentine. Je dis ok, j'y vais, je me dévoue et je pars. Voilà. Et puis après, l'Argentine, c'était horrible. Enfin bon, voilà, pauvre Raïssa, tout a été très difficile pour elle, mais elle avait quand même une espèce de feu sacré. Elle baissait jamais les bras et elle a vraiment eu une influence considérable sur Joseph Kessel. Exactement. Oui. Mais considérable. On parle de Romain Gary et de sa mère. Joseph Kessel était le modèle de Romain Gary et c'est vraiment le même genre de relation maternelle. Du coup, le livre, ça commence à faire un petit bout de temps que vous l'avez écrit. Oui. Vous diriez d'elle deux que vous continuez à vivre avec?
Ah non, parce que je vis avec... Les actuels. Les actuels. Enfin, j'y pense. Hein. D'ailleurs, je suis très contente d'être avec elle ce soir, avec vous. Mais non, je suis tout entière avec les suivants, là. Alors, autour d'elle, on l'a évoqué, on y vient, des hommes aux importances majeures. Je pense au père de ces deux femmes. Je pense à leurs maris, donc ils vont être déterminants. Et puis, il faut le dire, c'est important aussi, certains professeurs ont vraiment aidé, milité en quelque sorte, si peut-être que ça ne se disait pas comme ça à l'époque, pour qu'elles existent professionnellement et qu'elles soient reconnues. Et si on affine même un peu, on pourrait dire qu'une partie du roman peut reposer sur l'importance d'où on est né, doublée de l'importance, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais du choix d'un mari. En tout cas, pour elles deux, c'est une évidence, en fait. La différence incroyable entre leurs destins bascule, à un moment, dans le choix de Marie. Oui, alors, j'ai pas pu m'empêcher tout le temps de penser à Marie et Pierre Curie, parce que elles sont exactes contemporaines. Marie Curie, elle venait de la zone de résidence, elle venait de Pologne. Donc sa sœur a payé ses études. Marie avait fait d'abord ça pour sa sœur qui était venue aussi avant. Bon, Raïssa et Glafira n'ont pas eu ce souci-là, mais Marie Curie a eu le prix Nobel avec son mari, parce que son mari a dit elle doit l'avoir aussi. Bon, après sa mort, elle a eu un deuxième prix Nobel, mais ça a été dans des circonstances... Bon. En tout cas, Glafira, effectivement, a épousé un étudiant de son âge, de sa promotion, à Mangossel, orphelin, pauvre. Elle n'était pas orpheline, mais c'était tout comme, puisqu'elle n'était plus en Russie. Elle était exilée, elle était l'étrangère. Donc, ils sont partis tous les deux de rien, avec leur seule intelligence et leur amour. Parce qu'ils se sont énormément soutenus. Glafira a tout le temps porté amant quand il préparait son agrégation de juillet 1906 à mars 1907 à Paris. Elle faisait tourner le ménage parce qu'ils avaient pris leur livret épargne, mais elle continuait à travailler, à élever ses enfants et à écrire à son mari tous les jours pour qu'il ne flanche pas, parce que l'épreuve de l'agrégation, c'était pas rien. Lui, ensuite, lui a dit « il faut que tu passes l'agrég ». Donc c'est dingue qu'à cette époque, le mari dise à sa femme « vas-y, passe l'agrég », quoi, alors qu'aucune femme ne l'avait jamais passé. Mais il trouvait ça normal, il a dit « je vais faire le dossier ». Il voulait dire qu'elle parte, hein. Enfin, elle était à Paris en fait. Enfin... Ah non, elle n'était pas à Paris. Pour passer l'agrégation. Après, oui, quand elle a... Alors, je ne sais pas si on parle déjà de la tournure un peu rocambolesque de cette agrégation. C'est ça. C'est qu'en fait, elle était à Montpellier, lui, il était à Paris. Il a dit, il y a un poste qui va se libérer à Bordeaux, donc tu fonces. Et si tu veux, je dépose moi-même le dossier au ministère de l'Éducation, de l'université, pour que tu n'y aies pas de problème. Donc, envoie-moi ce qu'il faut, je fais tout ce qu'il faut, etc. Donc, il y a des échanges. Donc, ils font tout, le dossier. Elle en parle à ses professeurs qui disent, mais bien sûr. Hein. Et puis, en fait, elle attend de voir que l'inscription est acceptée. Et puis, elle va à la poste tous les jours, il ne se passe rien. Et en fait, elle reçoit une lettre disant que ce n'est pas possible de l'inscrire parce que le registre des inscriptions, finalement, il a été ouvert après coup, trop tard, puisque ce poste de Bordeaux avait été signalé. Donc, elle dit avec humour, oui, évidemment, je ne peux pas m'inscrire si le registre est fermé sans que je le sache. Oui. Donc, elle n'a pas pu s'inscrire. Mais elle dit, c'est pas grave, dans 3 ans, je recommence, parce que c'était tous les 3 ans. Et donc, 3 ans plus tard, la voilà qui se remet à l'ouvrage, et qui, aidée de ses professeurs, passe, etc. Puis après, non, je ne peux pas, parce que je suis une femme. Eh bien, elle envoie une lettre à son mari, elle dit, bon, je suis allée acheter un cadeau pour Georges, un train. Le pauvre petit, c'est pas parce que sa maman... a eu un échec, il doit ne rien avoir du tout. Et la voilà qui rentre chez elle avec les cadeaux sous le bras pour ses enfants et qui repart, et qui dit c'est comme ça, voilà. Mais comme vous disiez, ces professeurs
l'ont soutenue, étaient furieux, étaient encore plus furieux qu'elle, presque. Hein. Elle a pris ils avaient conscience, ils savaient voilà. qui ils avaient en face. C'est ça. Et donc, Amand et Glaphyra ont formé un couple modèle. Ils se partageaient le même cabinet. J'ai retrouvé par hasard c'était peut-être Le Bon Coin ou je sais pas quoi sur Internet, je sais pas comment je suis tombée là-dessus, une plaque, on vendait leurs plaques en cuivre de leur cabinet. Et c'est assez extraordinaire parce que c'était le professeur Gossel et Madame Gossel, donc médecins, ensemble, un seul mot, avec la même adresse, et c'était pas l'un meilleur que l'autre parce que l'un a la grecque ou pas. Rien. Dans la même pièce, le même titre, un couple, un nom, une profession. Ni même Monsieur Gossel et sa femme. Non, non. C'est ça. Et c'était dans une rue ici à Montpellier, parallèle à la rue du Faubourg du Coureau. C'est ça, la rue Marceau, je crois. C'est ça, exactement. C'est ça. Oui, j'y suis allée. Moi, j'ai été voir tout ça. J'ai vu sa petite fille. Et pour Raïssa, parce que vous me parliez, Raïssa, elle a épousé Samuel Kessel, qui était plus âgé qu'elle, qui a eu aussi un parcours exceptionnel. C'était quand même un homme remarquable aussi, hein, puisque lui, il n'était pas d'une famille très riche, il venait d'un misérable ghetto de Lituanie. Sa mère était illettrée et ne rêvait que d'une chose, c'est qu'il soit rabbin. Il avait interdiction absolue d'apprendre le russe. Il l'apprenait en cachette. Il a fui le domicile familial pour justement essayer de passer le bac. Il ne pouvait pas le passer là où il était parce que c'était une zone de résidence dans un ghetto. Donc il est allé ailleurs. Il a jamais réussi. Enfin, on lui a fait 1000 tracasseries administratives, ce qui explique pourquoi après il a développé une espèce de phobie de l'administration. Lui aussi. Il a économisé copec après copec en donnant des cours de russe, de latin, de grec, pour pouvoir partir à Paris avec comme seul viatique un livre de Victor Hugo où il a appris tout seul le français. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la langue de Victor Hugo n'est quand même pas celle de Camus. Et pour apprendre le français, donc il a eu du mal à comprendre le français quand il est arrivé à Paris. Mais il a fait un parcours exceptionnel tout seul. Et après, il a été malade, il s'est retrouvé à Montpellier, sous le soleil montpelliérain, il s'est senti mieux, il a fini ses études. Et il était imposant, un peu grand-père avant l'âge, protecteur de toute la petite communauté des étudiants étrangers, pas sexy pour dessous. Et Raïssa, qui, elle, avait été une tigresse qui ne supportait pas qu'un homme puisse la regarder parce qu'il faut s'imaginer quand même ces étudiantes qui représentaient un quart de l'ensemble des étudiants, qui arrivaient en groupe, et certaines se faisaient quand même un peu chahuter. Enfin bon, l'époque, voilà. Enfin à Montpellier moins qu'à Paris. Donc elle était, mais avec tout l'emportement, le caractère passionné qu'elle avait, un étudiant la regardait ou lui parlait, c'était MeToo direct. Hein. Et donc, Samuel Kessel, qui n'a jamais cherché à l'embêter ou à la courtiser, Paul a décidé qu'elle allait l'épouser. Oui, c'est ça. Voilà. Et elle va s'occuper de lui toute sa vie. Et oui, et lui, il va être malade. Il va jamais gagner grand-chose. Il va l'emmener à différents endroits. Il va très courageusement refaire toutes ses études de médecine en Russie pour pouvoir exercer en Russie, mais son mauvais état de santé fait qu'il ne peut pas y rester. Ils vont faire le va-et-vient entre l'Argentine, qui a été catastrophique pour Raïssa, la France, l'Argentine, la France. Ils vont s'établir finalement à Nice. Elle va essayer d'économiser aussi pour faire vivre ses enfants. Et elle a tout investi dans ses enfants. Elle lisait beaucoup à Joseph. Elle a été le médecin à l'intérieur de la famille. Aussi, en fait. Et c'est ça. Dans ses entourages très proches, le voisinage, partout où elle va en fait. Ah oui, on elle l'a. viendra en aide partout où elle va. Oui, on l'a tout de suite décidé qu'elle était sage-femme. Elle a mis au monde des enfants en Argentine. C'était une sacrée bonne femme aussi. Mais voilà.
sacrifier tout ça à cause de cette espèce de médecin incapable. Oui. Alors, traverser la vie de ces deux femmes inspirantes permet d'entrevoir une époque aussi. On l'a évoqué quand on parlait de vos recherches. On a parlé des pogroms, mais il est aussi question de révolte des vignerons, la révolte, cet épisode qui s'est passé ici. Il est question de syndicalisme, il est question de façon d'éduquer, d'étudier et d'enseigner la médecine à cette époque-là, de législation à l'accès à l'enseignement, on l'a évoqué aussi, de travail pour les femmes. Du coup, avec la position qui est la nôtre aujourd'hui et les recherches que vous avez faites, vous, de votre côté, quel regard vous portez sur cette époque-là, la leur, et comment vous la qualifieriez, en fait? Alors, c'était une époque pleine de potentialités pour les femmes. Oui. Vraiment. Parce que à cette époque, c'était une époque où la science était un dieu. On pensait que les médecins étaient des gens mais absolument extraordinaires. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On leur faisait une confiance aveugle et les femmes avaient la possibilité de faire ces études-là comme les hommes. C'est-à-dire que, contrairement à, par exemple, les jeunes filles qui faisaient des études d'art, c'est assez bizarre. À l'époque, il faut quand même s'imaginer la fin du 19e, très bourgeois, collet monté, les femmes en corset avec pas de décolleté. Hein, c'était... Donc les jeunes filles, par exemple, qui prenaient des cours de dessin, quand elles arrivaient dans un atelier, hop, on retournait toutes les statues pour qu'elles ne voient pas les hommes nus. Voilà. Elles n'avaient pas le droit d'aller à des cours avec des modèles nus. C'était pas possible. Mais les jeunes filles qui faisaient des études de médecine, eh ben, elles disséquaient des cadavres, plutôt des hommes d'ailleurs en général, comme les hommes. Mais ça ne posait aucun problème puisque c'était la science avec un grand S. Donc en fait, cette époque était riche de possibilités extraordinaires pour les femmes, à condition quand même qu'elles se battent. Hein. C'était pas gagné, mais c'était quand même une époque extraordinaire pour démarrer quelque chose d'important. Si les choses ont beaucoup évolué, on sait, là vous venez de parler de la science avec un grand S, on sait pertinemment que l'accès aux sciences et à la science avec un grand S reste une histoire compliquée en France et en Europe pour les filles, pour les femmes en fait. Ça repose sur on ne sait pas trop quelle théorie fumeuse, ça maintenant on en est sûr. Est-ce qu'il y a dans votre démarche quelque chose qui serait de l'ordre de politique avec un grand P, que ce soit avec le roman précédent sur la belle-sœur de Victor Hugo ou sur ces deux-là, qui tendrait à vouloir sortir de cette invisibilisation des femmes qui, de toute façon, ont marqué leur temps, en fait? Oui, bien sûr. C'est très important de mettre en valeur des femmes qui ont été des pionnières pour les femmes que nous sommes aujourd'hui. On leur doit beaucoup et je continuerai à me battre pour ça. Là, par exemple, je suis proche de compositrices aujourd'hui qui se battent aussi pour mettre en valeur les compositrices d'hier et d'aujourd'hui. Il y a plein d'obstacles extérieurs et intérieurs. Les femmes intériorisent tout un tas d'interdits sans le savoir. Et c'est vrai que c'est important aussi aujourd'hui d'être avec le bon partenaire, hein, d'avoir un bon entourage bienveillant, de montrer que tout est possible. Donc, à mon niveau, moi j'ai 3 garçons et une fille. Chaque fois que j'avais un nouveau garçon, je me disais je vais avoir encore une belle fille. Je vais être belle-mère de 3 belles filles. Mais quelle responsabilité j'ai! Je ne veux pas qu'elles me reprochent d'avoir élevé des machos. Donc je ferai tout pour que mes garçons sachent repasser, cuisiner, tout faire, faire travailler les enfants, partager les tâches, que tout soit possible. Ça sera ma contribution à la société, à mon petit niveau. Parce que en fait, Amand et Glaphyra, ils bossaient autant l'un que l'autre, mais Glaphyra, c'est elle qui s'occupait quand même d'avoir du savon, du charbon pendant la guerre, des soucis comme ça, ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Il y a toujours un déséquilibre. Il y a toujours les femmes qui veulent
qui ont autant de potentiel que les hommes et qui se battent, même soutenues par eux, elles doivent aussi gérer tout le reste. Et donc, c'est faisable, hein, il ne faut pas baisser les bras. Mais je pense qu'il faut toujours les encourager. Et puis, par exemple, je suis très heureuse que à la faveur des 800 ans, un amphithéâtre Glaphyra-Ziegelmann ait été inauguré à la nouvelle faculté de médecine, parce que je trouve ça très inspirant pour les étudiantes en médecine qui vont peut-être s'arrêter là et qui ne pousseront pas comme Glaphyra. Et il faut qu'elles se disent, mais si, Glaphyra, elle l'a fait, elle a été jusqu'à la grecque, c'est dur, mais... Voilà, je pense qu'en fait, ça participe d'un progrès à travers les siècles, et il ne faut pas que ça s'arrête. Voilà. Si on s'intéresse à la construction à présent de votre roman, il repose sur un peu moins de 30 chapitres relativement courts qui contribuent à un rythme qui est un peu soutenu en fait, parce qu'il y a ce récit qui est aussi haletant, cette façon de raconter l'histoire avec un grand H qui est extrêmement romancé et qui permet pour le coup de retenir l'histoire. Là, j'ouvre une parenthèse et à la fin, en refermant cet ouvrage, je me suis dit mais ça serait quand même une sacrée façon pertinente d'apprendre l'histoire aux enfants, aux adolescents, aux lycéens, etc. Dès lors que cette histoire avec un grand H qui est la nôtre s'incarne à travers des émotions, des personnages, des anecdotes, etc., il se passe quelque chose. Mais bon, après, j'imagine qu'on ne peut pas non plus balayer tout un programme d'histoire comme ça, avec des romans. Votre roman, il suit une chronologie qui va quand même de 1883 à 1918. Ajoutons à cela le bond que vous faites sur les derniers chapitres à 2019, qui est donc cet écho avec l'anniversaire. J'imagine que pour écrire cette, ou plutôt ces deux biographies romancées, vous aviez des objectifs, des contraintes que vous vous étiez fixées. Ça a dû être difficile de les faire avancer toutes les deux de pair, en fait. Est-ce qu'à un moment, il y a eu l'envie de céder à ça sera l'histoire de Glaphyra ou ça sera l'histoire de Madame Kessel? Et non, en fait, dès le début, je savais que c'était un énorme challenge d'écrire une biographie double. Et il fallait, comme quand on a des enfants, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus ou moins aimé que l'autre. Donc, que parfois il nous exaspère ou pas. Donc il fallait être juste. Et effectivement, je voulais garder un rythme et être juste. Et autant aussi d'ailleurs vis-à-vis de l'entourage, parce qu'une personne existe par son entourage. Donc j'ai aussi consacré des chapitres aux parents, pas que aux partenaires, ou bien, oui, à la ville de Montpellier, effectivement la révolte des vignerons, aux tribulations de Samuel en Russie, parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est que mes lecteurs, j'écris pas pour moi, j'écris pour mes lecteurs, donc je me mets un peu à leur place. Eux ils débarquent, moi je nage dans mes recherches, je suis incollable, mais vous, lecteurs, vous débarquez, vous n'avez aucune connaissance, il faut que ça reste compréhensible, il faut y accéder, il faut que ça soit vivant. Donc en fait, pour cette double biographie, je me suis dit qu'il fallait que chaque chapitre soit vraiment vécu de l'intérieur par un des personnages, pas forcément Glaphyra ou Raïssa. Donc par exemple, quand je parle du grand-père, donc le père de Raïssa, qui dormait avec un pistolet quand même, hein, parce qu'il y avait toujours des menaces, qui se promenait dans le caravansérail, le bazar avec Joseph Kessel. C'était un sacré personnage, donc je voulais entrer dans ce personnage-là. Je ne voulais pas juste faire une biographie avec des dates... voilà, il se passe ça, d'une manière linéaire. Je voulais que chaque chapitre soit rythmé. Voilà. Même si ça fait des coupures, j'ai eu certains lecteurs qui m'ont écrit en disant « Oh, mais moi j'ai eu du mal parce qu'on change de style, etc. » Mais bon, j'aime bien aussi un peu titiller les lecteurs qui ne s'endorment pas. Alors justement, dans ces changements de style, en fait, interviennent une autre forme à l'intérieur du roman. Ce sont les correspondances. Notamment entre les deux femmes devenues adultes ou un peu plus tôt dans le récit, les lettres aux parents en fait. Ces outils, j'imagine que ce sont des prétextes narratifs malgré le fait qu'ils ont existé dans la vie de ces femmes hein, qui souffraient d'exil, vous l'avez dit. À quel moment vous alliez choisir cet outil-là et qu'est-ce qui vous permette ?
Alors, ce sont des fausses lettres. Hein. J'adore écrire des fausses lettres. C'est ce que j'avais déjà fait dans La belle-sœur de Victor H, où je prenais soin quand même de bien mettre des notes pour dire celle-là elle est vraie, celle-là elle est fausse, parce que je n'allais pas écrire à la place de Victor Hugo quand même. Enfin, parfois j'imitais son style, c'était assez drôle, mais je le signalais. En tout cas, pour Glaphyra et Raïssa, enfin Glaphyra, j'ai décidé que c'était Glaphyra qui écrivait des lettres, parce que Raïssa n'a pas le temps. Et puis Glaphyra est plus posée. Donc j'adore utiliser cet outil de lettres parce que ça crée du lien, hein, ça va de soi, hein, oui. Ça crée du lien, du coup c'est assez c'est porteur d'émotion quand même, hein, une lettre. C'est intime. Ça plonge dans l'intimité directement. C'est ça. On lit la lettre. On est un peu voyeur quand même. Elle écrit à sa mère, à son père. Comment est-ce qu'elle fait c'est touchant. Il y a aussi quand même quelques vraies lettres de Glaphyra entre Glaphyra et Amand. Mais quand même, les lettres toutes les lettres que j'ai lues au moment de la grecque, là, franchement, vous pouvez me remercier parce que je vous ai fait un condensé vivant de choses qui pouvaient être assez ennuyeuses quand même. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le SMS. Oui, mais ils s'écrivaient tous les jours. Hein, et la poste fonctionnait 2 fois par jour à l'époque, hein, quand même. Hein. Bon, bref, oui, j'ai décidé d'utiliser les lettres, déjà pour me faire plaisir, parce que j'adore ça. C'est important. Et parce que ça permet de dater. Il y a toujours une date avec les lettres. Et comme justement, comme vous disiez, je suis passée de 1883 à 1918, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était le découpage. Avec des dates, pour que personne ne se perde. Et quand on a des lettres, les lettres au moment de l'enfance, enfin de la jeunesse, c'est plus facile. Mais j'ai eu des nœuds dans le cerveau quand même à un certain moment, hein, pour dater mes lettres, justement. Mais c'est pratique, les lettres. J'aime. Et puis, il y a cette postface qui est vraiment très intéressante, que vous avez nommée « Démêler le vrai du faux », et dans laquelle vous expliquez la démarche de la biographie documentée, entre autres, et vous revenez sur certains points. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cette postface, en fait? Elle ressemble dans une certaine manière à une sorte de justification, là où... Est-ce qu'il y a un problème de légitimité à écrire de la biographie romancée? En fait, c'est parce que mon éditrice voulait ranger ce livre au rayon dans la collection des romans biographiques, et moi je trouvais que c'était plutôt une biographie romancée. Ça, c'est des problèmes de... Donc c'est un peu chamaillé. Et je me suis dit, il faut que j'explique ma démarche, en fait. Hein. Parce que finalement, c'est toujours un peu ce que vont me reprocher les lecteurs. C'est par exemple de me dire, mais là, vous avez inventé. Ou bien, j'ai même eu, alors ça c'est encore plus drôle, j'ai eu un lecteur qui m'a reproché d'avoir, pour la belle-sœur de Victor H, d'avoir fini comme elle avait vécu vraiment, et qui me disait qu'il fallait que je réécrive une autre fin, parce que c'était scandaleux qu'elle arrête de peindre après être mariée, etc. Donc, du coup, j'ai fait une pièce de théâtre. Mais quand on écrit une biographie, c'est très compliqué finalement, ce rapport au réel. Moi je m'oblige à la plus grande exactitude et probité intellectuelle vis-à-vis des faits et des dates, mais je m'oblige à la plus grande liberté imagination vis-à-vis des émotions. Parce que sinon, moi j'en ai lu beaucoup des biographies, mais j'en ai lu des rasoirs qui sont excellentes, tout y est. Les dates, les lieux, mais je m'ennuie. Voilà. Et en fait, quand j'ai écrit La belle-sœur de Victor H, donc j'ai fait beaucoup de recherches dans les musées, j'ai pas fait d'histoire de l'art, etc. Et j'étais un petit peu intimidée quand je voyais les conservateurs pour voir ces tableaux qu'ils découvraient parfois eux-mêmes dans les réserves. Et ils me disaient, bon, surtout, vous nous l'envoyez. Hein. J'ai dit, oui, mais moi, c'est pas une thèse. Ils disent, enfin un roman. Donc voilà, cette justification, c'est pour un petit peu montrer l'ambiguïté et la richesse d'une biographie romancée ou d'un roman biographique. Alors ça va bientôt être le tour à vous de poser des questions à Caroline Fabre-Rousseau. Avant cela, elle va vous faire une petite lecture. Et ma dernière question à moi, c'est est-ce que vous nous ferez l'honneur de nous dire sur quoi vous travaillez
actuellement, sur quoi portera votre prochain roman, et si c'est non, bah c'est non. Oui, je vais vous dire oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, Attendez un peu. Voilà, c'est un roman historique, mais qui, contrairement à tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, j'ai pris le point de vue inverse. Pour l'instant, j'ai vraiment voulu mettre en lumière des gens oubliés de l'histoire, alors qu'ils méritaient par leur vie exceptionnelle d'être connus. Et là, j'ai pris des personnages illustres, un fait, donc je ne vous dis pas aujourd'hui, mais très 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 connu. Et je vais m'attacher à un personnage qui est devenu célèbre parce qu'il est mort. Mais sa vie n'avait aucun intérêt en soi. Donc je fais la démarche totalement inverse, en fait. Et je vais voir, mais ça m'intéresse. Très bien, merci. Alors du coup, je vais vous ouvrir le... Alors, en fait, là, c'est un chapitre d'un personnage qui n'apparaît qu'une seule fois dans le roman. Montpellier 1894, c'est le préposé aux écritures à la faculté de médecine de Montpellier. J'ai eu la chance de toucher le registre des inscriptions où apparaissent les noms de Glaphyra, Ziegelmann et Raïssa Lesk, l'une en dessous de l'autre, avec l'écriture de l'époque, les taches, les pâtés, les ratures. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Il y a aussi un autre registre où apparaissent les noms de Amand Gossel, de Samuel Cassel, etc. Et en fait, ça m'a tellement touchée de voir ce registre que j'ai eu un flash. J'ai écrit ce chapitre-là en me disant qu'il fallait vraiment vous le faire partager. L'employé préposé au registre des inscriptions de la faculté de Montpellier tire la langue et s'applique. Il ne veut pas faire de faute. Tous ces noms russes sont si difficiles. Et les étudiants, avec leur accent impossible, ne l'aident nullement quand ils épellent à toute vitesse leurs noms et prénoms. Le 12 avril, il en avait encore écorché un. Il s'était fait reprendre avec autorité. Pourtant, ce n'était pas bien grave. Il manquait un « e », un minuscule « e » qui ne changeait rien au sens général. Mais la demoiselle Ziegelmann l'avait tout de suite remarqué. Il l'avait rajouté en tout petit pour ne pas gâcher l'ensemble. Il soignait particulièrement les premières lignes. C'était sa manière à lui de rendre solennelle l'entrée à la prestigieuse faculté de médecine de Montpellier, l'une des plus anciennes d'Europe. Les majuscules, les pleins et les déliés intronisaient en grande pompe les nouveaux inscrits. Il prenait son temps en silence, puis attendait que l'encre sèche avant de compléter en petits caractères les lignes suivantes. Pas de buvard, il avait tout son temps. Aujourd'hui, 16 avril, c'est simple. Le nom est court. Lesk, une syllabe. Plus simple que Ziegelmann, avec un E. Le prénom lui est totalement inconnu. Raïssa, un S, deux S. Trop tard, ce sera un S. Un S. Il ne va pas raturer une nouvelle fois. Glaphyra Ziegelmann était né à Orenburg. Ça, c'était facile. Raïssa ou Raïssa Lesk va devoir lui épeler lentement cette ville russe dont il n'a jamais entendu parler. Ponomarevka. Heureusement, elle parle assez bien français, comme Glaphyra Ziegelmann d'ailleurs. Se connaissent-elles ? Il jurerait que oui. Raïssa Lesk lui produit le même document la dispensant du baccalauréat en vue du doctorat par décision ministérielle du 13 mars 1894. Là aussi, il abrégera et écrira D-O-N-M-L-L-E. Ces cases sont décidément trop exiguës. Elle aussi est dispensée des 3 premiers semestres. Mais d'où viennent-elles ces deux-là ? Il poserait bien la question à la jeune personne au regard bleu translucide qui se tient parfaitement droite devant la banque où est posé le grand registre, mais elle le toise avec un tel dédain qu'il en perd ses moyens. La veille, il avait écrit en face du 1 « 3 premières allouées ». Mais le voilà qui barre en tremblant le 1 et note 3 en chiffres. Premières allouées. Du jamais vu.
Il n'avait jamais barré le chiffre imprimé, encore moins osé le remplacer par un 3. Il doit absolument se ressaisir. Il complète en face, ligne après ligne. Prise à Montpellier le 16 avril 1894. Ouf, c'est fini. La demoiselle baisse un instant les yeux pour vérifier son ouvrage et repart d'un pas rapide après un bref au revoir au fort accent slave. Il a évité le pire qu'il avait couvert de honte il y a 2 ans et qui continuait à le tourmenter. Une vilaine tache d'encre, un pâté, un énorme pâté, suivi d'une autre déjection, plus petite certes, mais qui l'avait contraint à utiliser le buvard. Lui, qui se vantait de ne pas recourir à cet expédient ridicule, avait dû demander à un collègue de lui prêter le sien. Le sourire moqueur devant la ligne saccagée avait ajouté à sa honte. Merci beaucoup.